Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Vivant Visible, le podcast accessible, le balado de la KEPS. Mon nom est Félicity et je suis chargée de projet à la KEPS depuis 2023. L'objectif de ce balado est de parler de tout sujet en lien avec la communauté des personnes étudiantes en situation de handicap. C'est un espace pour faire un échange d'idées et d'informations, pour partager les expériences des personnes de la communauté dans le but de mieux se connaître, mieux se comprendre et découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, je parle avec Yannick Racicot. Yannick était directeur général de la KEPS de 2020 à 2022 et travaille présentement chez FinHandicap comme représentant en épargne collective. Yannick a étudié à l'Université de Montréal en sciences de l'éducation et a aussi complété un diplôme en représentant en épargne collective, fonds d'investissement en 2022. Yannick est membre de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant depuis 2012. Il a aussi été récipiendaire d'une bourse de la KEPS en 2019. Salut Yannick! Bonjour, merci de l'invitation. Bien, merci d'être là. Je suis vraiment contente de pouvoir jaser avec toi aujourd'hui. Pareillement. Donc toi, tu es l'ancien directeur de la KEPS. Oui. Et maintenant, tu travailles en finance. Oui, avec un gros 180 degrés, un gros changement de carrière, oui. Oui. Ouais, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail chez FinHandicap? Oui, bien comme tu l'as mentionné, c'est ça, ça fait depuis 2022 que je travaille chez FinHandicap. FinHandicap, dans le fond, c'est quoi? Tu sais, le nom est implicite un peu, là, est un peu... on cherche, dans le fond, on est un cabinet qui est spécialisé pour les investissements pour les personnes en situation de handicap. Fait que, tu sais, je passe du communautaire, comme tu dis, tu sais, j'étais directeur de la KEPS communautaire pour le soutien des étudiants en situation de handicap. Puis là, je me retrouve à être conseiller pour les gens en situation de handicap. Tu sais, FinHandicap est vraiment là pour venir soutenir les familles, soutenir les individus, pour aller aller chercher les ressources auxquelles ils ont droit. Il y en a plein, là. Tu sais, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de gens en situation de handicap ou qui ne savent pas qu'ils sont en situation de handicap, qui auraient droit à des ressources, puis qui ne vont pas les chercher. Fait que ce soit des parents d'enfants en situation de handicap, que ce soit des étudiants en situation de handicap, que ce soit peu importe. Tu sais, on en rencontre à tous les jours, tu sais, des gens qui, je vais le dire comme ça, sclérose en plaques. Sclérose en plaques, vous avez droit, il y a plein de choses auxquelles vous avez droit, puis les gens ne savent pas. Donc, c'est quoi, par exemple? Que ce soit des crédits d'impôt, que ce soit des régimes d'épargne invalidité. Donc, il y a plein de choses comme ça. Diabète de type 1 également, c'est la même chose. Diabète de type 1, le monde, je suis pas en situation de handicap. Mais c'est pas, on vient pas statuer la personne comme étant inapte ou, on parle de crédit d'impôt, on parle d'un régime enregistré d'épargne invalidité. Donc, il y a vraiment plein de ressources qui existent pour ces personnes-là que les gens connaissent pas. Fait que FinHandicap, c'est un peu la mission de FinHandicap de faire découvrir ces ressources-là. Oui, parce que j'allais dire, en général, je trouve les gens, comme moi, ont très peu de connaissances dans tout ce qui est finance. Ouais. Puis là, encore plus. On sait que ça, tu sais, des personnes en situation de handicap, souvent, ça coûte plus cher. Mm-hmm. Mais les situations sont plus précaires, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Donc, mettons que quelqu'un arrive pour des conseils, c'est quoi que tu fais dans un premier temps? Oui, tu sais, juste avant de toucher là-dessus, je pense que pour faire du pouce sur ce que tu disais, il y a vraiment deux choses. Tu sais, accéder aux ressources, c'est une chose, puis les finances en une deuxième. Mm-hmm. Tu as raison. Quand on parle de finances, que vous soyez en situation de handicap ou pas, puis là, je parle de vous, la population au général, là, tu sais, il y a très peu de gens qui sont très connaissants, puis qui sont... je vais dire à leurs affaires, là, mais qui sont... moi, j'en fais partie, malheureusement. Ça. Je pense que la dernière statistique que j'ai vue, je pense que c'est que 80% de la population québécoise n'avait pas de plan financier ou avait aucune idée de ce qu'ils faisaient avec leurs finances. Ouais. Puis là, on ajoute encore là-dessus les personnes en situation de handicap, leur précarité, donc ça devient très important. Une journée type, par exemple, quelqu'un nous appelle, on fait vraiment le tour de leur dossier. Mm-hmm. Est-ce que vous avez le crédit d'impôt pour personnes handicapées? C'est sûr que la situation va changer si c'est un enfant, si c'est un adulte, si c'est un étudiant. Donc, on fait vraiment le tour du dossier au complet avec la personne. Puis par la suite, on va dire, bon, OK, si vous n'avez pas votre crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, que ça s'appelle, si vous n'avez pas votre CIPH, on va aller vous aider à faire votre application pour le CIPH.
Puis par la suite, mais ça peut être d'ouvrir un régime enregistré d'épargne invalidité. OK. Ouais. Donc, tu sais, grosso modo, on fait ça, mais plus loin que ça, on va aller dans tout ce qui est le détail pour un enfant, par exemple, qui est inapte, qui est déficient intellectuel, qui va devenir maintenant majeur. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Tu sais, il est devenu adulte. Est-ce qu'il est capable d'intégrer le marché du travail? Non. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? On va-tu un régime de protection? Est-ce qu'il va sur l'aide de dernier recours? Donc, toutes ces choses-là, on est capable d'outiller le client avec ça ou d'outiller la personne pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions. Là. Puis, mettons, un client qui cherche à mettre toutes ces choses en place, une fois qu'une personne en situation de handicap met le crédit d'impôt, tout ça en place, est-ce que c'est pas comme un garantie comme que là, t'es comme protégé pour la vie, mais quand même, ça fait comme une couche de protection, on va dire. Oui, c'est sûr que ça fait une couche de protection. Puis, tu sais, dans le fond, c'est vraiment de planifier. Dans le fond, le crédit d'impôt, le CIPH, c'est un crédit d'impôt. Fait que le crédit d'impôt, c'est quoi en réalité? C'est un crédit d'impôt comme n'importe lequel. Donc, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas le crédit d'impôt. OK. Toutefois, le crédit d'impôt, ce qu'il nous donne, c'est une porte d'entrée pour le REEI. Le REEI, c'est quoi? C'est le régime enregistré d'épargne invalidité. Ce régime-là, le gouvernement vous donne de l'argent lorsque vous investissez dedans. Donc, c'est comme un régime enregistré d'épargne études, tu sais, les R3E qu'on appelle. Vous mettez de l'argent pour les études de vos enfants, mais le gouvernement va vous donner des subventions, va vous donner des bons en plus, en prévision des études pour vos enfants. Le REI fait la même chose, mais en prévision de votre retraite ou en la prévision de la retraite de votre enfant. Puis, ce qui est génial avec le REI, c'est que le gouvernement peut donner jusqu'à 90 000 $. OK. Donc, c'est quand même assez substantiel. Oui. OK. Donc, il va donner 70 000 $ en subvention puis 20 000 $ en bons. Les bons, c'est de l'argent qui est donné lorsque vous êtes à faible revenu. OK. Donc, on entend souvent, moi, je travaille pas, je suis en situation de handicap, je suis pas capable d'épargner. Le REI est fait pour ces gens-là parce que le gouvernement va littéralement donner de l'argent. OK. Donc, que vous soyez aux études, que vous soyez au chômage, peu importe, sans emploi, si vous avez le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le gouvernement, lors de l'ouverture du REI, pourrait vous donner de l'argent. OK. Ouais. Donc, ça vient vraiment préparer pour la retraite, encore une fois. Non, mais c'est bien. Puis comme, en tout cas, c'est sûr que je vais mettre des liens quand je mets cet épisode sur notre site web avec les liens pour Finhandicap puis d'autres informations importantes pour les gens parce que c'est quand même vraiment important. C'est quoi l'affaire que le gouvernement vient d'en parler? Je pense que ça commence au mois de juillet. Il veut donner comme un 200 $ de plus par mois. Oui, la PCPH, la Prestation canadienne pour personnes handicapées, ça, c'est tout nouveau. Ça a été voté dans le budget du gouvernement fédéral, donc c'est vraiment au niveau du fédéral. OK. C'est, comme tu l'as dit, c'est 200 $ par mois. C'est pas beaucoup. On s'attendait peut-être à un 300-400. On faisait allusion à la PCU. Tu sais, la PCU, lors de la pandémie, je pense que c'était 2 000 $ par mois. Puis, tu sais, pour subvenir aux besoins, etc. Puis là, le gouvernement fédéral fait la PCPH. Puis non, on va juste vous donner 200 $ par mois. Alors que les... Non, c'est drôle. C'est parce que, tu sais, tu parles avec n'importe qui en situation de handicap, puis il y a toujours des frais à payer supplémentaires, là. Donc, mon impression, les gens, ils réalisent pas, les gens de entre guillemets, de la population générale, ils réalisent pas les coûts qu'ils peuvent accumuler. Médicaments, transport adapté, des trucs de même. Oui, certainement. Les loyers aussi, on ne parlera pas des loyers. Ça, les loyers. Mais tu sais, concernant la PCPH, dans le fond, c'est tout nouveau. On ne sait pas encore les modalités pour appliquer. La seule chose qu'on connaît, c'est qu'il faut avoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées, donc le CIPH. OK. Vous êtes admissible lorsque vous êtes à faible revenu. Donc, c'est pas que tout le monde va avoir 200 $, c'est vraiment vous rentrez dans les balises, vous allez avoir ce 200 $-là. OK. Donc, vous pourriez rester à l'affût sur nos réseaux sociaux. On va le partager avec la CAPS, évidemment, parce que ça va toucher quand même beaucoup de personnes. On dit 200 $, c'est pas gros, mais ça peut faire quand même une bonne différence. Là. Ça peut aider pour l'épicerie.
c'est ça. Bien, en parlant de la KEPS, donc toi, l'ancien directeur général de la KEPS, bien, premièrement, comment as-tu connu notre association? Oui, ben dans le fond, quand j'étais étudiant, puis je pense que tu l'as dit un peu dans ton intro, j'ai gagné une bourse de la KEPS. Ben oui, c'est ça. Quand j'étais aux études, moi, je me suis mis à la recherche de toutes les bourses qui existaient pour personnes en situation de handicap. J'ai trouvé la KEPS. Puis j'ai été chanceux, j'ai gagné, je pense, que c'était un 500 ou 750 $ à l'époque. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai connu la KEPS. Toujours resté un peu j'ai resté à l'affût avec les infolettes, les nouvelles, tout ça sur les sites Internet. Puis, par la suite, j'ai vu qu'il y avait un poste de directeur de disponible, dans le fond, un offre d'emploi. Fait que j'ai appliqué, mais j'ai eu le poste. Puis ça, c'était à la suite d'un échec professionnel. Parce que, comme tu sais, j'ai étudié en enseignement. Ouais. J'ai tenté d'aller sur le marché du travail avec l'enseignement, puis finalement, ça n'a pas été super facile. Pour les gens qui ne savent pas, je suis en situation de handicap, je suis en fauteuil roulant. Fait que commission scolaire et fauteuil roulant, c'est pas bon ménage, malheureusement. Bref. Fait que dans le fond, c'est ça. Je me suis dit, je vais peut-être poser ma carrière d'enseignement, puis je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. À l'époque, c'était en 2020, là. Donc, je me suis retourné vers la KEPS. Ben, j'aimerais parler de les projets que tu voulais faire ou tu as fait à la KEPS, mais pour revenir à l'enseignement, donc toi, tu as fait tes études en éducation pour enseigner. J'imagine que tu as fait tes stages. Puis là, la commission scolaire, c'est quoi qui s'est passé? Non, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait 3 stages. Puis ce qui est drôle, j'ai pas fait tous mes stages. J'ai pas fini mon bac propre en enseignement en adaptation scolaire. J'ai un bac en enseignement en éducation. En éducation. Sciences de l'éducation. Ouais, sciences de l'éducation, merci. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai fait mes 3 stages. Je pense qu'il était en avril-mai. Je voulais me chercher un emploi, faire de la suppléance. Puis là, la commission scolaire, tu sais, j'envoie mon dossier à la commission scolaire de Montréal. L'infirmière m'appelle, puis elle me dit, Monsieur Rasco, on voit que vous êtes en fauteuil roulant. Est-ce que vous êtes capable d'enseigner? Fait que là, je suis comme, oui, j'ai fait mes stages, je suis capable d'enseigner. Puis là, elle commence à me poser des questions. Comment vous faites pour faire de la suppléance? Il n'y a pas de suppléance au secondaire. Les élèves, ils font un peu ce qu'ils veulent sur l'heure du dîner, tu sais, à moins qu'il y ait... Bref, sinon, il y a... Fait que, tu sais, j'ai vécu la discrimination à ce niveau-là. Là. Tu sais, l'infirmière était en train de juger ma capacité à enseigner par rapport à mon dossier médical. Fait que là, j'ai dit, madame, est-ce que vous êtes capable de donner le nom de ma condition? Puis elle a dit, oui, vous avez la CMT, la Charcot, Je dis, ouais, est-ce que vous savez c'est quoi? Elle dit non. Fait que là, je suis comme, OK, fait que là, vous êtes en train d'évaluer ma capacité à enseigner sans même m'avoir vu, sans même savoir c'est quoi. Puis elle dit, le médecin va vous rappeler. Le médecin de l'école ou de la commission, peu importe. Là. Fait que je pense que c'est 1 mois et demi ou 2 mois plus tard, ils m'ont appelé. Puis moi, entre-temps, j'avais déjà appliqué à la KEPS. J'avais eu l'emploi à la KEPS entre-temps. OK. Puis 2-3 mois plus tard, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais Monsieur Rasco, vous pouvez commencer votre suppléance. Fait que là, j'étais comme, merci. Fait que, entre-temps, au cours de ma direction à la KEPS, on a vu qu'il y a eu une action collective, une action collective contre la Commission scolaire de Montréal. Okay. Justement, discrimination sur les dossiers d'embauchement. Aujourd'hui, d'autres personnes qui aussi vécu la discrimination à cause de leur exactement, ouais. Parce que c'est ça, j'ai plein de questions. C'est comme, ils étaient inquiétés que tu pouvais pas enseigner même si tu avais complété des stages, ou c'est parce que honnêtement, là, la plupart des écoles ne sont pas accessibles au niveau architectural. Donc, est-ce que c'était plus ça leur inquiétude, ou c'était vraiment, est-ce que tu peux vraiment enseigner si tu es en fauteuil? Je pourrais pas parler de leur inquiétude. Moi, tu sais, vraiment, les questions qu'ils ont posées, c'était vraiment en lien avec mon handicap, ma capacité à enseigner. Tu sais, plus loin que ça, j'ai fait des stages à la Commission scolaire de Montréal. Bien, c'est ça, parce que... Mais les écoles où tu as fait tes stages, c'était des écoles où c'était accessible. Oui, des écoles secondaires. Les écoles secondaires sont plus souvent accessibles que les écoles primaires. Puis là, tu sais, on parle de suppléance. Ouais. On parle pas d'arriver puis de monter un cours puis de... Fait, c'est sûr que j'ai un petit peu plus de difficulté qu'une personne, un enseignant normal, mais j'arrive à me débrouiller puis à trouver d'autres façons. Mais tu sais, pour faire la suppléance, il y avait pas de problème, là. Non, c'est ça. Et puis, je sais pas, tu sais, comme des élèves qui vont, mettons, je sais pas, là, j'en ai fait de la suppléance, mais comme...
t'as beau à être capable de marcher ou voir, t'as des élèves qui écoutent pas, qui lancent des chaises, qui font des crises. Ah ouais. Tu sais, comme ça fait pas grande différence. Non, je pense pas, non. Et là, il faut poser la question pourquoi il y a des enfants qui écoutent pas à l'école. Mm-hmm. Ouais. OK, ouais, mais je trouve ça... tu sais, j'en ai parlé avec d'autres personnes, le fait que dans notre système d'éducation, on veut comme inclure tout le monde, puis on parle de diversité, l'accessibilité, mais concrètement, est-ce que c'est ça qui se passe dans nos écoles? J'ai l'impression que pas plus que ça. Ouais, non, malheureusement, non. Puis tu sais, on le voit au niveau des étudiants que c'est pas égal pour tout le monde. Mm-hmm. Puis moi, tu sais, là, j'essaie de devenir un enseignant, puis j'ai vu que c'était pas égal non plus pour tous les enseignants. Fait que... donc, non, c'était pas... Heureusement que j'ai trouvé la KEPS parce que pour vrai, je me demandais vraiment ce que j'allais faire. Là. Ça m'a permis d'aller militer, trouver un peu des solutions, trouver des ressources, puis d'aider d'autres gens en situation de handicap là, qui, eux, étaient des étudiants. Là, donc, c'était un peu... un mal pour un bien, je dirais. Là. Mm-hmm. Puis là, une fois à la KEPS, c'était quoi tes projets de rêve ou qu'est-ce que t'as... Parce que t'as quand même commencé pendant la pandémie. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé, puis là, tout a arrêté. Écoute, tu sais, les projets, puis on n'avait pas une grosse équipe à l'époque. Là, je pense qu'on était 3. Quand la COVID a frappé, on est tombé 2. Fait que les projets, tu sais, on essayait de maintenir un peu le projet de bourse qui heureusement, la pandémie a amené beaucoup de ressources monétaires. Là, tout le monde, le gouvernement voulait aider tout le monde. Donc, là, c'est là qu'on a vu, OK, on a plus d'argent pour le programme de bourse. On a pu aider plus d'étudiants. Donc, ça, c'était bien. Mais les projets comme tels, tu sais, j'ai été là 2 ans. Fait que ça passe vite, hein. 2 ans, c'est pas... Oui. Fait que avec la pandémie en plus, je te dirais, tu sais, on a développé quelques projets avec Needs. Vous travaillez encore avec Needs, je crois? Oui. Donc, un projet ou 2 avec Needs. Les noms m'échappent, mais c'était pour l'embauche. Non, c'était pas mal ça. Tu sais, essayer de maintenir à flot l'organisme, puis de... Non, c'est vrai que juste ça prend beaucoup de temps, juste comme de garder les choses. Comme le programme de bourse, c'est quand même un gros morceau. Là. Ouais. Mais tu sais, avec ton expérience en tant qu'étudiant, spécifiquement parce que tu as étudié en éducation, nos membres sont des étudiants, ça serait quoi? C'est quoi les enjeux les plus comme criants, selon toi, qu'il faut vraiment aborder? Ben pour moi, c'était vraiment l'accessibilité physique. Oui, c'est une chose. Là, quand je suis arrivé à la KEPS, je me rappelle, j'ai fait des comités avec des étudiants à l'Université de Montréal pour démontrer que l'université n'était pas accessible. Puis je me rappelle, en tant qu'étudiant, j'avais de la difficulté à trouver des toilettes accessibles. Fait que c'était comme, comment tu peux aller faire des études puis te soucier tu sais, ça crée de l'anxiété pour certaines personnes, ça crée du stress, ça crée des... Non, je me rappelle, c'est ça, on avait créé un comité, on avait consulté avec le consortium de l'Université de Montréal. Finalement, je pense que ça avait tombé à l'eau. Il avait dit, on va jeter un œil là-dessus. Fait que, tu sais, côté criant, ça va... Moi, personnellement, je pense que ça dépend de chaque personne. Là. Moi, c'était vraiment l'accessibilité physique. D'autres, c'est, faut que les sites Internet soient plus accessibles. C'est vrai aussi, là. Tu sais, il n'y a pas un besoin qui est mieux que l'autre. Là. Je pense qu'à un moment donné, il faut l'accessibilité universelle, que ce soit de A à Z. Non, c'est sûr. Bien, on remarque qu'il y a tellement de choses qu'il faut... des améliorations à faire. Puis c'est sûr que selon la personne, c'est vrai que c'est différent. Mais moi, le côté toilette, j'ai du mal à comprendre en 2025 pourquoi on est encore dedans. Parce que souvent, de ce que je vois, là, il y a comme une toilette adaptée dans, mettons, un pavillon X, mais genre, il y a une. Puis si ton cours est dans le local A et la toilette adaptée est au 4e étage à côté du local Z, puis tu as 10 minutes de pause. Oui, exact. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, Jean Briand.
Jean Briand, là, je me rappelle, j'ai eu un cours, là, puis là, hey, où la toilette? Puis j'ai demandé à les enseignants, puis il n'y a pas personne qui le savait. Fait que là, tu prends un ascenseur, t'en prends un deuxième. Finalement, tu réussis à trouver, mais tu sais, c'est comme tu dis, t'as 10 minutes pour prendre 10-15 minutes, peu importe, ça te prend 10 minutes de trouver la toilette. c'est pas idéal, là. J'avais vu un article qui disait qu'il y a un étudiant en situation de handicap qui avait poursuivi l'Université de Montréal parce qu'il n'y avait pas de toilette. Est-ce que tu avais lu cet article-là? J'ai entendu parler. Oui, il y a eu un accident, il n'a pas été capable de se rendre à la toilette. Fait que dans le fond, c'est ça. Ses pantalons étaient tout mouillés, peu importe. Là. Fait qu'il a poursuivi l'Université de Montréal pour quelques milliers de dollars. Puis je pense que il aurait pu faire mieux d'en mettre une toilette à chaque étage. Là. Puis c'est pas parce qu'il n'y en a pas de toilette, là, il y en a à chaque étage. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est comme un problème qui peut être réglé si vous voulez. J'ai l'impression. Parce que j'entends parler de d'autres projets de construction dans les universités. Puis je suis comme, c'est le fun que vous construisez un nouveau gymnase plus incroyable que l'ancien, mais l'ancien était correct aussi. Là. Mais pour d'autres choses que pour moi, c'est encore plus important, comme les toilettes, ça, non. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais à la KEPS, on a encore notre œil dessus. Puis vous avez encore les on travaille dessus, là, mais c'est intéressant de t'entendre parler de tout ça. Je pense que c'est un dossier complexe. Ça ne changera pas d'ici à demain. Là, donc, toi, tu es un grand athlète. Oui, j'essaye. Alors, oui, tu es dans l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant depuis 2012. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert le rugby? En fait, j'ai joué au basketball en fauteuil roulant avant. Ah, OK. Puis, je suis un gars qui est quand même... J'ai une nature assez sportive. Fait que là, tu sais, j'ai fait du basket. Puis là, je voulais découvrir d'autres sports. Fait qu'au travers du basketball, j'ai essayé le rugby. Puis là, j'ai fait un camp, j'ai fait un tournoi. Puis là, je me suis dit, OK, ça, c'est mon sport. Puis je vais essayer de pousser le plus que je peux. Là. Fait que je me suis rendu sur l'équipe nationale. Ça fait quand même, je suis vraiment chanceux parce que ça fait 13 ans que je vis ça. C'est vraiment... c'est une belle expérience. Okay. Ouais. Est-ce que tu voyages beaucoup avec l'équipe? Ça dépend des années. Je voyage. Il y a des années que j'ai voyagé quand même vraiment beaucoup. Quand j'étais pas étudiant. Quand j'étais athlète étudiant, c'était un peu plus difficile, là, mais j'ai quand même fait des beaux voyages, ouais. Okay. Mais c'est ça qui est drôle, parce qu'avec le sport, le monde me dit « Ah, t'es chanceux, tu t'en vas au Japon. » Non, tu comprends pas. Je m'en vais voir l'hôtel puis le gym au Japon. Là. Je vois absolument rien du Japon. Parce que je suis allé 2 fois au Japon, puis les 2 fois, c'était exactement ça. Okay. Tu visites presque pas, puis t'es... d'un, t'as pas le temps. Là. Parce que c'est les entraînements. C'est les entraînements. Puis de 2, t'arrives là-bas, t'es jet lag. Bref. Décalage horaire. Oui, c'est ça. T'es sur le décalage horaire. Puis tu veux juste dormir, sachant que t'as un entraînement de 4 heures le lendemain. T'as un tournoi qui commence. Puis la chose d'après, c'est que tu sais que tu reviens à la maison après ça. Là. Fait qu'on n'a pas grand temps. Okay. Mais oui, j'ai voyagé un peu, oui. OK. Puis... Tu sais, les entraînements de l'équipe, ça se passe à Montréal ou ça change de ville? Oui, ça change de ville. Toronto, Vancouver, je te dirais les deux. Lorsqu'on rentre, parce qu'évidemment, il y a des joueurs de partout. Là, on n'est pas juste, on n'est pas de Montréal. Fait que quand l'équipe se rassemble, souvent c'est Toronto, sinon c'est Vancouver. On va avoir des tournois une fois dans l'année à Montréal, mais c'est plutôt... c'est plus un tournoi qu'un entraînement, je te dirais. Là. Comme toi, tu as toujours été sportif. Est-ce que chez des personnes en situation de handicap ou dans ta situation, est-ce qu'on fait beaucoup de promotion de sport avec ces personnes-là? Je pense de plus en plus. Oui? Je pense de plus en plus. Tu sais, il y a le SIVA qui travaille beaucoup à ça, faire la promotion. Parasport, qui est un autre organisme. Le SIVA, c'est le Centre intégré de la vie active à Montréal. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir ça, le CIVA. Ils promotent plein de sports. C'est un peu avec eux aussi, là, eux, ils s'occupent un peu du club de Montréal, du rugby, mais ils font le basket. J'ai fait du fauteuil, j'ai fait du pagaie sur planche à pagaie sur fauteuil roulant. Du paddleboard. Paddleboard, OK. OK, ouais, ça c'était, pour vrai, je pensais, jamais dans ma vie, je pensais que j'allais faire ça. Fait que, tu sais, OK, comme dans l'eau, c'est un peu comme du surf. Ben, tu sais, c'est quoi du paddleboard? T'es debout sur... Oui, c'est ça. J'avais comme un blanc. Fait que là, imagine... T'es sur le paddleboard avec un fauteuil roulant, t'es tout attaché. OK. Puis pour vrai, c'était vraiment nice. Là. C'était vraiment... Ouais. Tu veux pas tomber dans l'eau, maintenant.
Fait que, tu sais, de plus en plus, eux, ils font de la promotion, puis moi, ça a changé ma vie, là. Du tout, ouais. Ben, moi aussi, je fais beaucoup de sport, puis pour moi, c'est tellement important. Puis, tu sais, j'ai entendu parler du club de voile adapté, qui est comme un grand club, je pense, à Montréal. Ouais. Ou au Canada, je sais c'est à pas. Pointe-Claire, je pense. Ouais. Ben, Montréal, Pointe-Claire, ouais. OK. Puis juste, c'est ça, je pense que c'est vraiment important de, peu importe tes capacités, le sport est important. Et juste, j'espère juste que tous les jeunes, peu importe, ont la possibilité de faire du sport. Mm-hmm. Ouais. Parce que c'est ça, le rugby. Ben, le rugby, c'est pas un sport très connu non, ben, tu sais... comparé au soccer, mettons. Ben, comparé au soccer, comparé au basket, au hockey sur luge. Ouais. Hockey sur luge, basket, le monde va connaître ou vont dire « Ah, mais il me semble que j'ai déjà vu... Mais le rugby, le monde ne connaît pas ça. Puis un fait intéressant, ça a été inventé au Canada. Le rugby en fauteuil roulant? Le rugby en fauteuil roulant, ça a été inventé au Canada. C'est quand, depuis quand que ça existe comme sport officiel? De mémoire, des années 80. OK. Et c'est des gens qui sortaient de réadaptation, puis qui ont, de fil en aiguille, ont tenté de faire du sport. Ils ont tenté de jouer au basketball, ça n'a pas tellement fonctionné, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de lever leurs bras. OK. Ou qui sont capables, mais qui sont pas assez forts pour lancer le ballon au panier. Mm-hmm. Fait qu'ils se sont dit, on va essayer de traverser la ligne avec le ballon sur nos jambes, un peu comme au football ou au rugby. Ouais. Fait que là, le contact est venu par la suite, les fauteuils. Puis depuis 1990, le sport, là, il évolue là, à chaque année pratiquement. Là. Est-ce que c'est comme dangereux? Vous rentrez dedans? Ouais, je dis toujours, c'est comme des auto-tamponneuses, là. Mais non, c'est pas... Ben écoute, c'est dangereux, ça dépend. Là. Il y a toujours du monde qui réussissent à se blesser. On tombe, ça arrive qu'on tombe. Fait que c'est plus ça qui va faire mal. Mais non, le fauteuil est vraiment fait pour absorber les chocs. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça comme parce que quand je pense au rugby, c'est vraiment le sport où comme il y a comme des contacts. Ouais. Et j'imagine que même en fauteuil roulant, il devrait y avoir des contacts souvent entre deux personnes, même si c'est deux fauteuils, c'est. Ouais. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. Non, c'est ça, c'est un sport qui est 100% contact. C'est le seul sport qui est mixte aussi. Ah. Les femmes et les hommes vont jouer dans la même division. Ah, OK. Il y a pas assez. Je pense qu'on essaie de plus en plus de faire de la promotion pour les femmes. OK. Mais il y a pas assez de femmes au mondial pour faire des équipes. Fait que c'est un sport mix. OK. Est-ce qu'il y a un règlement, genre il faut 2 ou 3 femmes sur le terrain? Non, il y a pas au niveau mondial. OK. Par contre, la façon que ça fonctionne, c'est que dépendamment de votre handicap, vous allez avoir une classification. Puis là, je parle pour le rugby. Donc, c'est 4 joueurs sur le terrain, puis il y a un pointage pour le handicap. OK. Donc, plus vous êtes fonctionnel, plus le pointage est élevé. OK. Donc, ça va de 0.5 à 3.5. OK. Donc, 0.5, 1, 1.5, 2. OK. Fait que plus vous avez de fonctions, plus vous êtes fort, plus vous êtes agile, plus tu vas avoir tu vas être 3.5. OK. 4 joueurs sur le terrain, 8 points total sur le terrain. Ah, OK. Fait que là, il y a des stratégies de line-up, il y a des stratégies de... Et les femmes vont avoir une déduction de 0.05. OK. Dépendamment de la classification, là. Donc, par exemple, une femme qui serait 2 points vaudrait 1.5. OK. Avec les nouvelles réglementations, aujourd'hui, ça va même jusqu'à 1. Il y a différentes avantages. Mais bref, ça reste que ça devient très avantageux d'avoir des femmes juste par la déduction de pointage. OK, donc, parce que là, tu peux être plus sur le terrain. Donc, au lieu d'avoir un line-up à 8, mais là, tu peux ouais. avoir 8.5, 9 points. OK. Donc, plus de vitesse, plus de fonction. Le sport est plus rapide. Les contacts sont plus intenses. J'aimerais bien aller à un match. La prochaine fois que vous jouez à Montréal, je peux venir. Ouais. Généralement, c'est plus en décembre. En décembre, on a des... là, on a eu le défi sportif qui a eu lieu. On était à Montréal, mais souvent, c'est ça. Soit le défi sportif en début d'été, printemps-été, là, puis en décembre à Longueuil. Mm-hmm. Ah, OK. Ouais. OK, mais tu me diras. Ouais, je vais vous envoyer les invitations. Cool. Puis à part ça, le sport, handicap et tout ça, est-ce que tu as comme d'autres projets de vie comme... Ben là, je suis papa. Ça fait ça va faire 1 an et demi bientôt. Merci, c'est gentil. Ouais. Elle a quel âge déjà? Elle a 14 mois. OK. Ouais. Fait que ça a été quand même une grosse aventure pour nous. Ça, on
on a fait l'in vitro. OK. Puis ça a été quand même... Ça a pris 3 ans. Ah, OK. Ça a pris 3 ans pour nous pour tomber... pour que ma conjointe tombe enceinte, qu'on ait la petite Victoria. Oh. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu traverses ce processus-là, puis à tous les obstacles que tu rencontres, tu te reposes tu te remets en question, puis finalement, la petite arrive, puis t'oublies tout, là. C'est comme ça valait tellement le 3 ans, puis ouais. C'est vraiment un beau cadeau qu'on a eu. Ouais. OK, donc j'imagine que t'es comme juste occupé 24 heures sur 7 avec elle. Ben, tu sais, Genre, le sport, le travail, ma petite famille, ma conjointe, tu sais, faut pas oublier que je suis en situation de handicap aussi. Fait que, tu sais, à la maison, j'en fais un peu moins, du que je suis pas capable d'en faire. Ouais. Il y a des choses que je suis pas capable de faire. Fait que, tu sais, j'essaie d'aider au maximum. Puis ma conjointe, tu sais, la relation que j'ai avec ma conjointe est vraiment différente d'une personne normale qui est avec une personne normale. Là, je dis normale, neurotypique ou whatever, là. Ma conjointe comprend que j'ai des obstacles et ne m'arrêtera jamais si je veux faire quelque chose. Parce qu'elle sait que c'est peut-être une des seules choses que je suis capable de faire. Fait que si je dis, là, tu sais, je disais tantôt, là, que je revenais d'Australie. On était en Australie pendant 10 jours, mais tu sais, ma conjointe aurait pu dire, ben, Yannick, 10 jours, c'est trop long, là. Ça n'a aucun sens. Puis elle aurait eu droit, là. Mais la relation que j'ai avec ma blonde, puis tu sais, la compréhension qu'elle a de mon handicap nous permet de grandir puis d'élever notre petite famille comme ça. C'est vraiment bien, là. Ben, ça me sonne comme vraiment comme complémentaire parce Ouais. que c'est ça comme une belle équipe Ouais, exact, que ouais. tu décris. Une petite famille, là. ouais. 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 Fait que tu sais, tu me posais la question tantôt, as-tu des projets? J'en ai plein de projets. Là, c'est juste d'arriver puis de mettre l'énergie à la bonne place puis de s'assurer, tu sais, que ça... On veut s'acheter une maison, on veut déménager. Donc, tu sais, on a plein de projets, là. C'est comme... ça n'arrête jamais. La vibe que tu donnes, tu me donnes l'impression de quelqu'un qui fait plein de choses, qui fait plein de projets. Donc, Ouais. je suis sûre que On en tu a. vas continuer à... On en a, ouais. Mais sur le sujet d'être parent, est-ce que pour des personnes, mettons dans ta situation de handicap ou similaire, est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes avant d'être parent ou est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà rencontré, jasé avec d'autres personnes? Ben, pas tant, parce que les parents en situation de handicap, j'en connais pas beaucoup. On a eu la chance d'avoir la ressource Parents Plus, OK. qui nous a outillés au niveau des coussins, OK. des matelas adaptés, des poussettes, des bassinettes adaptées. OK. Fait que, tu sais, ça vient sécuriser un petit peu plus tu sais, les questions que j'ai, puis ils répondent quand même très bien aux questions que j'ai eues. Mais des parents en situation de handicap, il y en a pas beaucoup. Tu sais, j'en connais, mais il y en a pas beaucoup, là. Puis plus loin que ça, on n'a pas toutes les mêmes fonctions. Fait que, tu sais, quelque chose que je vais être capable de faire, peut-être que mon ami Maxime sera pas capable de le faire, par exemple. OK. Ou vice-versa. Mon ami Maxime, d'ailleurs, Maxime a eu un enfant. Il est en situation de handicap, un joueur de rugby. Puis on a eu nos enfants collés, genre à 1 mois d'intervalle. OK. Fait qu'on se disait, on se textait, t'as-tu changé des couches? D'ailleurs, j'ai pas changé de couche, je vous le dis tout de suite. Je suis pas OK. zéro capable de changer de couche. OK. Fait que, non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a des petits échanges comme ça, mais c'est pas... ouais, c'est plus l'échange d'expérience. Fait que oui, il y a de l'inquiétude, il y a beaucoup d'inquiétude. Tu sais, je pense pour n'importe quel Mais parent. je pense là. que c'est ça. Mais comme n'importe qui va avoir son premier enfant, il y a plein d'inquiétudes. Je sais pas, j'ai plein de sœurs que j'ai tout entendu. Les histoires de bébés, là. J'en ai entendu 3 millions d'heures de discussion dessus. Mais c'est ça le fait que tu décris comme le banc adapté ou La bassinette. le bassinette adapté, tout Ouais. ça, là. C'est comme des choses que peut-être, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, mais de savoir que ça existe, et bien sûr, tout est possible. Là. Ouais. Mais parfois, on ne pense pas. Mais juste le fait que tu le dis, c'est comme, ah ouais, c'est ça. Ouais, je voulais juste parler plus en général de la société et de l'accessibilité, mettons, architecturale. Comme, c'est sûr que, tu sais, moi, je vois, tu sais, des améliorations. Tu sais, il y a des ascenseurs. Ouais. Ben, il y a plus d'ascenseurs dans le métro maintenant. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois les choses qui s'améliorent? C'est quoi tes souhaits par rapport à ça? Ben, tu sais, j'ai pas nécessairement de souhait. Puis je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais, j'ai quand même eu la chance de voyager beaucoup. Le Québec
est en arrière de beaucoup de places. J'ai souvent entendu ça. Même au Canada, là, je prends, mettons, l'Ouest. Vous allez à Vancouver, vous prenez le SkyTrain, là, toutes les stations sont adaptées. Oh, wow. Fait que c'est une façon... D'autres choses, il n'y a pas de neige là-bas. Ah oui. Fait que, bref, la météo, on peut pas vraiment l'enlever, mais c'est pas un facteur avec lequel on peut négocier. Mais bref, le Québec est en arrière sur beaucoup de choses. Au niveau de l'accessibilité physique, je parle, là. Parce que moi, c'est ce que je remarque en premier. Les trottoirs, les ascenseurs. Ben, tu l'as dit, il y a de plus en plus d'ascenseurs. Ça, c'est bon. Tu sais, je reviens de l'Australie, puis chaque commerce avait une rampe à l'avant. C'est fou, là. C'est qui? Je viens d'avoir une conversation récemment avec quelqu'un d'autre qui m'a dit la même chose. En Australie, ils ont, je pense, une loi. C'est possible, ouais. Que chaque nouvelle construction, il faut que ça soit accessible et approuvé. Et je suis juste comme, mais pourquoi on fait pas ça ici? Parce que moi, je ne comprends pas. Pourquoi il y a une petite marche devant chaque café, restaurant, dépanneur ici et on peut pas mettre ça prend pas gros, là. Ça prend petite rampe. Ouais. Tu sais, est-ce que je suis folle de penser que c'est facile? Je sais pas. Non, c'est ça. Puis on en voit. J'ai un dépanneur à côté de chez nous qui le fait. Puis c'est le seul. Fait que ça, je suis vraiment content. Okay. Mais c'est ça. L'Australie, là, pour vrai, j'ai pris le métro, puis il y a quelqu'un qui t'attend avec une petite rampe parce qu'il y a un petit gap. Là, quand tu vas rentrer dans le métro, il y a okay. Fait qu'il dit, OK, tu vas débarquer à quelle station? Puis là, il appelle le gars à l'autre station, puis là il t'attend avec la rampe. Okay. On est loin de ça. Puis tu sais, c'est tellement de base, là. C'est tellement... Fait que tu sais, un souhait, ça serait peut-être d'arriver et de dire, ben, je sais pas, moi, parce que évidemment, ça sera pas du jour au lendemain, là, on s'entend. Ouais, mais... Non, c'est sûr, mais tu sais, à force de travailler à la KEPS, puis on parle souvent de ces choses-là, puis je suis juste comme, mais qu'est-ce que ça va prendre pour que est-ce qu'on peut régler à 80% ce problème-là? Comme ça, on peut juste passer à autre chose. Mais on dirait qu'on est bloqué sur des questions de est-ce que ça vaut la peine? Genre, je sais pas. Ça, ou tu sais, s'assurer que quand quelque chose est fait, tu sais, que ce soit fait correctement. Ouais. Qu'on revienne pas en arrière et qu'on dise on a oublié de faire les toilettes accessibles, on a oublié de faire... ça, on le voit de moins en moins, heureusement, mais tu sais, on a oublié de faire une rampe. Ou on a fait une rampe, mais elle n'est pas aux normes. Tu sais, un super rapide ou il n'y a pas déneigé l'hiver. Ça arrive souvent. On a une rampe, mais c'est pas déneigé l'hiver. Fait que c'est comme... où tu vas dans les... tu vas, par exemple, dans les couche-tard. Les couche-tard sont quand même super bien accessibles, mais ils mettent tout leur lave-glace entre la rampe et la porte. Fait que t'as comme... Souvent, là, c'est pas le cas de toutes les couche-tard, là, mais je remarque souvent que... Puis là, tu sais, je parle du couche-tard en général. Je suis pas pour les... Tu sais, les pointer du doigt ou quoi que ce soit. C'est juste un exemple comme ça, mais il y en a plein, là. Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser dans la vie? Ben, tu as déjà mentionné plein de choses, mais aussi pour prendre soin de toi, parce qu'on sait qu'on vit dans une époque où on est sollicité de partout. On est de plus en plus comme stressé, fatigué. Donc toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Ben, tu sais, maintenant, avec ma petite famille, je pense que c'est juste de... Tu sais, les choses bougent vite, là. Tu sais, je pars une semaine, j'arrive, on travaille, on fait ci. Puis tu sais, je pense que on fait tout ça, là. Pour moi, personnellement, c'est de m'arrêter, de focusser sur ma petite famille, puis de juste d'apprécier le beau temps, d'apprécier le fait que j'ai une petite fille maintenant, puis de me rendre compte, parce que souvent, on prend pour acquis, mais ça va vite, là. Fait que, tu sais, on oublie, puis on va prendre une marche, juste d'apprécier d'aller prendre une marche avec la famille, puis de prendre du temps. Ça se résume à ça, Mais j'aime ça parce que c'est tellement, on dirait, c'est tellement simple comme concept, mais pourtant, ben moi-même, il faut que je me rappelle souvent, OK, Felicity, juste arrête. Va t'allonger dans le parc. Puis comme, non, exact. Prends du temps pour toi, prends du temps pour ta famille. Puis, tu sais, on a tous 56 000 projets, là, la tête n'arrête pas de tourner, puis... j'ai l'impression aussi que, tu sais, avec le coût de la vie qui a augmenté, là, c'est travail. Puis là, à un moment donné, on est comme... Ça fonctionne plus, bref. Non, c'est ça. De mon côté, prendre du temps. Non, je pense que c'est un bon message, puis un bon message pour... Et il faut qu'on se rappelle constamment de ça
de prendre le temps, de prendre soin de soi parce que on peut pas travailler tout le temps si on n'est pas bien. Non, c'est ça. Ben, merci. Merci de pour ton l'invitation. temps aujourd'hui. Puis, Ça me fait plaisir. On se donne des nouvelles, puis je vais mettre, comme tu as mentionné, plein de choses. plein de choses. Je vais tout mettre ça dans la Ouais. description de Certainement. l'épisode et tout ça. Excellent. Cool. Mais merci beaucoup. Ah, ben, c'était un plaisir.